Devenir mère quand on est en situation de handicap moteur, ce n'est pas seulement affronter des regards ou des préjugés, c'est surtout réinventer chaque geste du quotidien en permanence. Floriane Vintras est mère et en fauteuil roulant depuis l'enfance. Dans cet épisode, elle raconte concrètement ce que ça implique: porter son enfant autrement, sécuriser chaque déplacement, anticiper chaque sortie, penser à tout, tout le temps. Parce que rien n'est vraiment adapté et que tout demande plus d'énergie quand on est en fauteuil. Elle parle de la grossesse et de l'accouchement, mais surtout de l'après, les douleurs, la fatigue extrême, la suradaptation constante et cette charge mentale démultipliée. Dans cet épisode éminemment intime, on découvre ce que ça change dans la relation avec son enfant, expliquer, rassurer, poser des limites, tout en refusant que les rôles s'inversent. Et avancer malgré la peur, jusqu'à des moments simples mais essentiels, comme une sortie seule avec son enfant, enfin possible. C'est un épisode ancré dans le réel qui montre ce que signifie être mère quand chaque détail compte et que rien n'est jamais automatique. Merci infiniment Floriane pour ton authenticité et surtout pour ta force intérieure. Tu nous donnes une grande leçon de courage dans cet épisode. Merci pour ta confiance. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Bonjour Floriane. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Enfin, c'est surtout toi qui m'as contactée. Tu as eu tout à fait raison de venir me demander parce que j'avais pas encore abordé ce thème du handicap dans la parentalité. Donc vraiment, merci pour le travail que tu fais au quotidien déjà. Et puis merci parce que tu es venue de Lyon et que tu es en fauteuil et que rien que d'arriver jusqu'ici, c'est tout un périple qui doit sûrement être fatigant. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. En tout cas, ça me tenait à cœur. Bah ouais, moi aussi, vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ton handicap et ton histoire liée au handicap ? Alors, moi, donc, je cumule en fait 2 handicaps, visibles et invisibles. Donc, visible, le fauteuil roulant. J'ai une paraplégie incomplète depuis que je suis née. Et ensuite, j'ai un handicap donc invisible qui est une maladie auto-immune, une spondylarthrite ankylosante, avec des douleurs au quotidien. Voilà. Tes parents, ils ont tout de suite su que tu étais handicapée à la naissance. Comment est-ce que ça s'est passé, le diagnostic ? Alors, ça a été la surprise à la naissance. C'est une malformation à la moelle épinière. Normalement, c'est ce qu'on prévoit, en fait, enfin, c'est ce que les gynécos proposent en général aux femmes qui ont envie d'être enceintes et ou qui sont au début de la grossesse, c'est l'acide folique. Donc, c'est un manque d'acide folique qui fait que j'ai eu une malformation à la moelle épinière et qui a fait que j'avais une atteinte partielle. Et alors moi, j'ai marché très tôt par contre. Donc, j'ai été opérée à 3 reprises par prévention. Et il y a eu une erreur opératoire. Donc je me suis réveillée après la 3e opération et l'usage de mes pieds, en tout cas, j'avais plus l'usage de mes pieds. Ok. Voilà, donc on a perdu aussi au tribunal. J'ai pas eu d'indemnité, j'ai eu le droit à rien. J'ai pu remarcher avec des attelles et des béquilles au fur et à mesure. Donc voilà. Et ensuite, les douleurs chroniques sont arrivées à l'âge de 11 ans. Au début, c'est dans la tête. Voilà, on me croyait pas parce que on pensait pas que j'avais une maladie articulaire à l'âge de 11 ans parce que c'était trop tôt. Et le vrai diagnostic est tombé à l'âge de 19 ans, donc une grande errance médicale. Voilà. Et puis en parallèle, ils pensaient que, comme les traitements ne fonctionnaient pas, que j'avais une fibromyalgie, donc encore l'errance médicale, jusqu'à qu'un vrai diagnostic tombe après la grossesse. Donc c'était il y a à peine 1 an et demi, où on me dit qu'en fait j'ai pas une polyarthrite, j'ai une spondylarthrite.
Donc, c'est pour ça que les traitements ne fonctionnaient pas depuis 25 ans. Voilà. Donc, un peu de temps perdu, un peu beaucoup même. Toi, tu expliques que tu es passée en fauteuil à l'âge de 6 ans, que tu as commencé du coup à utiliser. Alors, le fauteuil à temps partiel, pour le coup, parce que je pouvais marcher. J'avais beaucoup de fatigabilité, j'avais des attelles, des béquilles, mais pour les longues distances, j'utilisais le fauteuil. Et ça a été évolutif, en fait. Et j'ai vraiment utilisé le fauteuil à 100%. J'avais 25 ans, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Okay. J'ai fait le choix du fauteuil pour mon autonomie, parce que c'est vrai que j'étais pas à l'aise avec les béquilles, j'avais toujours peur de tomber, j'étais pas très autonome, parce que pour aller faire des courses, porter quelque chose, etc., avec des béquilles, c'est très compliqué. Et vivre seule aussi. Donc voilà, j'ai pris toutes ces décisions pour mon autonomie et pour soulager mes bras aussi, parce que j'avais beaucoup de douleurs articulaires. Donc ça n'a pas été simple au début, c'est un choix quand même assez... pas facile en tout cas, c'est sûr. Mais je me rends compte que depuis, je fais beaucoup plus de choses. Voilà. Comment est-ce qu'on gère quand on a 6 ans, qu'on est en fauteuil et qu'il y a le regard des autres? Est-ce que tu te souviens de ça à ce moment-là? À l'âge de 6 ans, je m'en souviens pas trop, parce que je me souviens plus des moments à l'hôpital que de l'école. Après, j'avais des amis quand même, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de l'école partielle. J'ai pas redoublé, par contre. Par contre, ce que je me souviens très bien, c'est à partir du CM1 où j'ai subi du harcèlement scolaire. Et ça a été une période très, très dure, surtout pour ma confiance en moi, forcément. Donc en CM1, où vraiment harcèlement scolaire toute l'année, j'étais en double niveau, c'était les CM2 qui me harcelaient constamment. Donc c'est là où je me suis rendu compte réellement du regard des autres sur la différence. Et c'est vrai que maintenant je me dis, et c'est vraiment un projet plus tard, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais de faire de la sensibilisation dans les écoles sur la différence, parce que ça commence très tôt. Et c'est pour justement éviter le harcèlement scolaire. On peut pas tout éviter, hein, mais voilà, ça peut aider. C'est clair, de rendre ce qui est invisible visible et d'habituer les enfants déjà juste à poser un regard sur la différence. C'est et ça. De mettre des mots aussi, parce que parfois, Voilà. il y a aussi de la curiosité sans savoir vraiment ce qui se passe. Alors, tu dis que tu as commencé à être à 100% en fauteuil il y a 10 ans, c'est ça? Il y a 10 ans, donc j'avais 25 ans. Quand tu avais 25 ans, est-ce que du fait de ta maladie, du fait de ton handicap, tu t'es posé des questions sur le fait si tu voulais devenir mère ou pas, et quel impact ça a eu sur ton désir? Alors, ça a toujours été une envie. Les médecins m'ont jamais été négatifs sur le sujet, en tout cas que c'était possible sans PMA. Je le précise parce qu'il y en a beaucoup qui sont en fauteuil, qui doivent avoir recours à la PMA. Moi, ça pouvait se faire naturellement. On m'a pas exprimé de potentiels risques. Donc pour moi, ça a toujours été faisable et possible, du moment où on trouvait la bonne personne et que ce soit le bon moment. Voilà. Donc non, ça n'a jamais été quelque chose de négatif. Tu l'as jamais évacué de ta tête? Non, ça a toujours été Tu savais que ce serait une possibilité. Alors comment, quand on est en fauteuil et qu'on est enceinte, ça joue sur ta santé? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Tu disais qu'on t'a dit qu'il n'y aurait pas de conséquences. Je crois que ça n'a pas non plus été la réalité. Oui, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors déjà, quand on est en fauteuil et enceinte, c'est vrai qu'il y a un petit risque de prématurité un peu plus important que pour d'autres personnes, puisque en fait, on a des vibrations liées au fauteuil, et donc forcément, c'est pas très positif pour la grossesse. Mais globalement, normalement, il n'y a pas spécialement de contre-indication ou de gros risques. Après, c'est sûr qu'on est beaucoup plus suivi. Moi, j'ai le souvenir, en tout cas, d'une grossesse très médicalisée. Donc, avec des échographies toutes les 3 semaines. Donc, surmédicalisée, en tout cas. Donc, j'enchaînais beaucoup de rendez-vous médicaux pour le bébé. Pas trop pour moi. Alors qu'il aurait fallu, mais c'était très centré bébé, d'autant plus que moi à la base, donc j'aurais dû avoir des jumeaux, donc c'était une grossesse gémellaire. Je les suis très très tôt,
J'ai donc eu recours à une réduction embryonnaire. Donc, pour expliquer un petit peu, c'est que on, on pique avec une aiguille, avec un produit pour, entre guillemets, faire un IVG partiel. Et en fait, là, ça a été pour des raisons médicales, pour le coup, parce que c'est vrai qu'il y aurait eu encore plus de risques de prématurité. Et en plus, pour ma part, ça aurait été très compliqué de se remettre de la grossesse physiquement, forcément au niveau du poids, forcément pour plein de choses. Donc après, le choix m'appartenait. Ça a été très difficile. Mais moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai laissé de côté mon côté mental, parce que j'étais obligée, sinon j'allais couler. Émotionnellement, je pouvais pas. J'ai coulé après, mais il fallait que je tienne le coup, quoi. Donc voilà. Après, pour le couple, ça a été compliqué parce que c'est vrai que mon compagnon aurait rêvé avoir des jumeaux, mais après, on se rend compte que même 2 ans après, ça aurait été compliqué. Oui. C'était une grossesse gémellaire spontanée ? Oui. Ok. Ouais. Donc voilà. Bon, comme quoi ça fonctionnait bien, hein, mais voilà. C'était pas. Voilà. J'aurais préféré vivre cette épreuve quand même en moins, parce que c'est quand même un choix pas simple. Il t'est proposé à quel moment de ta grossesse, ce choix-là ? Alors, c'est moi qui ai fait mes recherches, en fait. On me l'a pas proposé, c'est moi qui ai fait mes recherches parce que je sentais pertinemment que mon corps allait pas tenir. J'ai posé des questions à mes médecins, mes spécialistes. Donc, je suis allée au planning familial de mon hôpital qui allait me suivre en gynéco, obstétrique. Et en fait, j'ai posé la question de si une réduction embryonnaire était possible parce que j'avais des avis négatifs de la part de mes spécialistes. Et ils m'ont dit, là, pour le coup, on fait que pour des grossesses, pour des triplés, pour des quadruplés, mais jamais pour des grossesses gémellaires. Et ils me disent, mais par contre, dans votre cas, c'est différent. Il y a votre santé, il y a tout ça. Donc, on va étudier votre cas. L'étude de mon cas était assez longue, puisque ça a été vraiment la première semaine de mon 2e trimestre de grossesse. Donc, ça a été quand même long et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, je n'arrivais pas à me projeter en tant que maman tout le premier trimestre de grossesse parce que je ne savais pas si j'allais faire un IVG partiel, avoir recours justement à cette IVG partielle. Moi, je préfère ou réduction embryonnaire en tout cas. Si IVG complet, est-ce que... Et c'est vrai que les médecins étaient très durs parce qu'ils me disaient mais pourquoi vous recommencez pas tout, vous faites un IVG complet et puis hop, vous retombez enceinte, ça serait moins compliqué. Mais là, moi, je leur disais, mais si je peux en garder un, c'est déjà fabuleux. Et puis en plus, qui me dit que je peux arriver à nouveau à tomber enceinte, on ne sait pas. Donc je me dis, moi, mon but, c'est au moins d'en garder un en bonne santé et de me garder en bonne santé. Mais en fait, les mots des médecins ont été très, très durs. Moi, je me souviendrai toujours aussi des premiers mots de ma gynéco qui me suivait dans le privé, qui m'a fait la première écho. Ça a été, c'est elle qui m'a mise un peu dans de mauvaises conditions. J'y suis allée toute seule parce qu'elle m'avait dit on verrait rien à 5 semaines de grossesse. Donc je suis allée toute seule, j'ai dit à mon compagnon, m'accompagne pas, c'est pas la peine, je vais m'en sortir. J'étais sur la table d'auscultation et elle m'a dit, je vais dire mot pour mot, hein. Oh putain, j'ai jamais vu ça. Et je commençais à me décomposer, j'ai dit qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit là, y en a qui sont pas foutus de vivre certains obstacles, mais vous les cumulez. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit y a 2 poches, hein. Je fais comment ça 2 poches? Et elle me dit des jumeaux. Elle me dit mais vous inquiétez pas, hein, y en a peut-être un qui va pas tenir sur les 2. Vous en faites pas. Et là je me décomposais et d'être toute seule, ça a été très compliqué. Je m'attendais pas. Bon, j'aurais préféré finalement être accompagnée. Donc voilà, et elle m'a dit on se revoit dans 2 semaines, on vérifie qu'il y en ait un des 2 qui n'est pas tenu. Donc déjà, elle m'avait mis dans de superbes conditions. Et puis c'est après, moi, je me suis posé des vraies questions. On s'est rassuré en famille. On s'est dit que de toute façon, il y aura des solutions. Et en fait, je me suis renseignée toute seule. J'ai posé des questions donc à mes spécialistes.
Et je me suis rendu compte que oui, ça allait être très compliqué avec une grossesse gémellaire et que je pense que si je veux être sûre d'avoir au moins un enfant en bonne santé, il fallait prendre cette décision-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que ça aurait pu mettre ta santé en péril pour qu'on comprenne bien? Parce que j'imagine que déjà même, j'ai la sensation que même les gynécos ne comprenaient pas très bien et Non. qu'il fallait que ce soit toi qui fasses ces recherches-là pour expliquer au corps médical. Alors, déjà parce que je sais que moi, dans ma situation, comme j'ai une malformation à la moelle épinière, en fait, c'est un lipome, en fait. C'est comme une masse graisseuse comme bénigne qui appuie sur la moelle épinière. En fait, c'est une compression. Et en fait, la prise de poids a un impact aussi sur l'atteinte. Donc peut du coup avoir une évolution sur l'atteinte, en fait, la hauteur de l'atteinte au niveau de la moelle épinière. Et donc du coup, forcément, qui dit grossesse gémellaire dit plus de prise de poids. Donc il y avait cette partie-là. Il y avait la partie aussi, donc si je prends beaucoup de poids, je serai moins mobile, donc la récupération physique sera plus longue. Ça, et puis moi j'étais complètement, même les médecins me l'ont affirmé, forcément, la prématurité est beaucoup plus risquée dans ces cas-là. Et en plus, j'ai accouché prématurément dans tous les cas, donc même avec un enfant. Donc voilà, je me suis dit finalement, j'ai bien fait, même si ça a été dur et que cette date-là, je l'ai toujours en tête, mais voilà. Est-ce que tu t'es sentie soutenue pendant toute ta grossesse par rapport à ces épreuves-là que tu as dû vivre? Alors, on essayait quand même de me rassurer sur le fait en disant, tu verras au fur et à mesure. Surtout le premier trimestre, pour prendre les décisions, pour attendre de savoir s'ils acceptaient la réduction embryonnaire, etc. etc. Moi, les premiers rendez-vous pour me renseigner au planning familial, au service anténatal pour la réduction embryonnaire, j'étais un petit peu seule au début. Puis après, mon compagnon a commencé à m'accompagner parce que c'est vrai qu'on en discutait beaucoup. Il essayait aussi d'imaginer aussi les choses, qu'il n'aurait pas de jumeaux et qu'il fallait faire ce deuil-là. Donc j'ai été voilà, mes parents ont toujours été là. Voilà, j'ai quand même un entourage qui m'a beaucoup soutenue pendant le deuxième, le troisième trimestre, enfin le début de troisième trimestre, puisque j'ai accouché à 32 semaines. Donc moi j'ai de la chance quand même d'avoir un entourage, même pour l'après surtout, parce que c'est surtout ça qui a été là, et heureusement. Franchement, c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde, c'est alors handicap ou pas handicap déjà, mais encore plus quand on a un handicap, c'est de savoir qui c'est qu'on a autour de nous, voilà, et sur qui on peut compter. Comment est-ce que ça se passe, ton accouchement? Alors mon accouchement, moi à la base tout était programmé, je devais accoucher mi-décembre, césarienne sous anesthésie générale. J'avais prévu, donc c'est le protocole en fait, là-bas c'est vraiment un hôpital spécifique de niveau 3 qui a un protocole Handimam, ça s'appelle, avec ils ont 2 chambres en fait adaptées, complètement adaptées, et avec tout le matériel de puériculture pour apprendre les bons gestes avec le bébé, avec un ergothérapeute, etc. Donc pour moi j'étais totalement sereine. Et en plus de ça, ce qui était prévu aussi, c'était que je sois hospitalisée 10 jours au lieu de 6 pour une maman qui a eu une césarienne. Parce que forcément, en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on est en fauteuil roulant et qu'on a nos abdos, parce que moi j'ai les abdos, on compense beaucoup avec les abdominaux, et quand on a une césarienne, normalement, il faut éviter de trop jouer avec le ventre. Donc c'est important de se reposer. Ça ne s'est pas passé comme prévu. La poche des os a percé à 32 semaines. Les urgences, etc. Et là, ils m'ont, au bout d'une journée, parce qu'ils ont fait les injections pour les corticoïdes, donc pour les poumons, et j'avais énormément de contractions. Ils m'ont dit là, c'est pas possible, il faut lancer la césarienne, il faut déclencher l'accouchement. Par contre, on n'a pas de place en néonat. Donc votre enfant sera transféré dans un autre hôpital. Et c'est là que j'ai dit, non, il est hors de question, je vais tenir. Donc j'accepte pas qu'on lance l'accouchement tout de suite. Donc en tout, en fait, j'ai tenu 5 jours avec des contractions. Donc c'était le mercredi, j'ai attendu jusqu'au lundi. Et le lundi, ils m'ont pas laissé le choix.
Donc là, ils m'ont dit, par contre, on n'a toujours pas de place en néonat. Donc bon, ils m'ont pas laissé le choix. J'ai été opérée. Mon réveil a été un petit peu plus long que prévu. Et au final, donc, j'ai vu ma fille en couveuse. Le SAMU était déjà là dans la salle, prête à la transférer. Donc je l'ai vue peut-être 30 secondes. J'ai touché son petit pied de loin, là. Et puis, j'ai même pas fait de peau à peau, j'ai rien. Et elle est partie. Donc voilà. Et la condition pour que je puisse... j'en tremble encore. Au bout de 3 ans, c'est fou. La condition pour que je puisse la rejoindre dans l'autre hôpital, parce que comme en fait, dans l'autre hôpital, je n'ai pas été opérée pour la césarienne, j'étais pas considérée comme patiente. Donc, ils n'allaient pas s'occuper de moi. Ils m'ont dit, donc la condition, c'est que je sois complètement autonome pour pouvoir aller la rejoindre. C'est-à-dire, donc normalement, après une césarienne, on a une sonde à demeure. Donc du coup, enlever au plus vite possible la sonde à demeure. Aller aux toilettes toute seule, faire mes transferts toute seule, me doucher toute seule, faire tout toute seule. Donc j'ai accouché le lundi après-midi. J'ai réussi à faire tout ça le mercredi matin. Je devais rester 10 jours à la base. Donc j'ai serré les dents. La kiné a vérifié tout ça le mercredi matin. Elle a donné son OK, elle peut être transférée. Parce que dans l'autre hôpital, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Mis à part faire un pauvre pansement pour une césarienne. Donc j'ai pu voir ma fille le mercredi après-midi, donc 2 jours après l'accouchement. Seulement, elle a été transférée le lendemain dans un autre hôpital parce qu'elle avait des soucis de santé intestinaux. Et la question qui s'est posée, c'était soit je restais, donc ils m'ont posé cette question, soit je choisissais de rester là parce que j'avais besoin de soins pour ma césarienne. Par contre, ils ne pouvaient pas me faire les allers-retours tous les jours pour voir ma fille dans l'autre néonat qui n'était pas si loin que ça, dans un autre hôpital. Ou sinon, je faisais le choix de revenir chez moi avec des soins infirmiers à domicile, en faisant attention avec mon ventre, mais c'est quand même compliqué. Et là, je pouvais faire les allers-retours avec mon compagnon tous les jours en néonat. J'ai forcément choisi la deuxième option. Donc j'ai bien serré les dents quand même les 10 premiers jours, parce qu'avec une césarienne, c'est compliqué. Mais on a fait les allers-retours pendant 5 semaines en néonat. Voilà. Au final, ma fille m'avait très bien. Elle avait des gros soucis au début, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre après. Ça fait beaucoup de choses quand même. Oui. Ouais, c'était très... semé d'embûches en tout cas. C'est pour ça que tu dis que t'as tenu pendant toute la grossesse et derrière, ça a été beaucoup plus difficile et t'as eu beaucoup de péripéties pour devenir maman quand même quand tu racontes ton histoire. En fait, je me suis suradaptée au final à un protocole à la base qui était tout établi. Et au final, je me suis suradaptée pour des aléas qui peuvent exister au final et qui ne sont pas prévus. Et pourtant, le handicap, justement, avec le handicap, on a un risque de prématurité et ils auraient dû, dans le protocole, faire une petite place en néonat au cas où. Et non, les problèmes de budget, les problèmes... Voilà, c'est le monde hospitalier, on sait où il en est. Et donc là, ils essayaient de pousser les limites, mais c'était pas possible. Et donc, en fait, je pense que je me suis suradaptée, mais c'est pas ça. Bon, alors j'ai eu énormément de fatigue, ça a été quand même très difficile quand même à m'en remettre au niveau physique et mentalement. Mais par contre, le chamboulement hormonal, tout ça, etc., c'est quand on a une maladie auto-immune, c'est prouvé qu'une maladie auto-immune peut s'aggraver après une grossesse. Donc, c'est qui tout double. Soit le corps, il oublie, soit ça s'aggrave. Moi, malheureusement, ça s'est aggravé. Donc, j'ai été tout le temps en crise jusqu'à qu'ils trouvent un vrai diagnostic au bout d'1 an et demi, 2 ans. 2 ans presque. Et en fait, j'ai l'impression qu'on m'a un peu volé mon début de maternité. Parce que j'avais l'impression d'être inutile. Au bout d'1 mois, j'arrivais même pas à me lever la nuit pour les biberons. Donc, c'est mon compagnon qui compensait. Même ma fille a été gardée très tôt la nuit de temps en temps chez mes parents. Parce que pour essayer qu'on se repose un peu, que mon compagnon se repose aussi. J'avais l'impression de
pas faire mon rôle de mère. Après, on a toute cette impression-là aussi. Handicap ou pas handicap, j'en ai discuté avec beaucoup d'amis aussi. Mais c'est doublé quand on a un handicap. Et après, pour parler de ma paraplégie, donc mon autre handicap, moi, ça, je l'ai su bien après et je comprenais pas pourquoi. Je m'en rendais pas compte. Je faisais des chutes de transfert, j'en faisais de plus en plus, jusqu'à que je me fasse une fracture au plateau tibial et que je fasse plus d'examens neurologiques. Et c'est là qu'on m'a dit, il n'y a plus rien qui passe, quoi, pratiquement. Et en fait, je me rends compte, je me dis, mais en fait, c'est vrai, je me rendais compte que j'avais de moins en moins de sensibilité. Avant, il n'y avait que les pieds que je ne sentais pas. Et maintenant, ça arrive là, depuis le début de l'année, jusqu'en haut des genoux. Donc, c'est que ça monte petit à petit. Et en fait, on m'a expliqué qu'en fait, la moindre prise de poids peut influer sur mon atteinte. Et ça, on ne m'avait pas donné les billes avant tout ça. En même temps, il y a 15-20 ans, on n'avait peut-être pas assez de recul sur cette pathologie-là. Mais on m'a jamais exposé les risques. Alors, j'aurais quand même pris la décision d'avoir un enfant, mais en tout état de cause. Et j'aurais peut-être fait les choses autrement en termes d'accompagnement médical. C'est-à-dire, j'aurais prévu à l'avance de la rééducation, j'aurais peut-être un peu plus cadré les choses, en fait. Voilà. Tu disais que si tu avais dû accoucher dans les délais normaux et qu'il n'y avait pas eu de prématurité pour ta fille, tu aurais accouché donc avec une salle spéciale, avec des ergothérapeutes qui te montrent comment on fait les soins, comment on gère dans ta parentalité. Est-ce que tu as eu ça, cet accompagnement-là quand même, ou tu as dû te débrouiller toute seule au bout de 5 semaines ? Alors, j'ai eu un premier rendez-vous, mon premier trimestre de grossesse. Y a dans le protocole, en fait, c'est prévu déjà un premier rendez-vous avec des ergothérapeutes pour le retour à la maison, pour nous expliquer le matériel qui existe, de portage, pour essayer de combler le fait qu'on ne puisse pas pousser une poussette. Il y a plein de choses où les lits, parce que c'est vrai que les lits à barreaux, nous, on peut pas se mettre en quatre pour mettre le bébé. Les barreaux, ça nous bloque. Plein de choses comme ça. Et c'est là où, du coup, j'ai eu un flash, parce que, en fait, c'est vrai que sur les réseaux, un peu de partout, je voyais aucun témoignage de maman en fauteuil, de voir comment elle s'est débrouillée avec un enfant après, au retour à la maison, en termes matériels surtout. Et c'est là que je me suis dit, il manque quelque chose et j'ai peut-être quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai contacté des marques, parce que je trouvais que ce que me proposaient les ergothérapeutes, c'était bien, mais il me manquait des choses. Voilà. Et je trouvais qu'on pouvait aller plus loin. Et donc, j'ai commencé à contacter des marques pour bébés, Maxi Cosi, plein de marques pour bébés, pour voir s'ils étaient intéressés pour que j'essaye des produits et de voir si ça convenait à une personne en fauteuil roulant. Et c'est vrai que les marques ont été très, très intéressées par ce sujet-là, parce qu'elles n'y pensaient même pas. Et il y a même des marques qui se sont dit « mais c'est génial, parce qu'on ne pensait pas du tout que notre produit allait vous convenir à cette cible-là ». Et puis aussi, ça me permettait de leur proposer des pistes d'amélioration. Donc, c'était très enrichissant. Et c'est comme ça aussi, donc, comme je suis créatrice de contenu aussi, que mon compte a explosé. C'est à partir de ce moment-là que mon compte a explosé. Je suis passée de 14K à 45K en 2 mois. Et parce que j'ai apporté des astuces sur l'handiparentalité et maternité. Et tu as eu l'impression qu'avec ton compagnon, ensemble, vous avez, comme tous les nouveaux parents, on essaye, on voit, on ajuste, on découvre. C'est forcément un nouveau monde. Est-ce que tu te souviens de ce qui était le plus complexe, par exemple, par rapport à ta situation et ta fille ? Alors, le plus complexe, moi, en fait, au niveau matériel, j'ai tellement tout cadré avant, renseigné avant, j'avais testé plein de choses, etc., que j'ai pas trop été handicapée par rapport à l'aspect matériel. Moi, c'était vraiment par rapport à... Moi, c'est même pas mon fauteuil, en fait, qui m'a vraiment handicapée pour ma maternité, c'est les douleurs chroniques.
Et c'est vraiment là-dessus où ça a péché et où vraiment j'avais l'impression de ne pas jouer mon rôle. Voilà, mais c'est vraiment la fatigue liée aux douleurs chroniques et les douleurs chroniques en elles-mêmes. Et donc, et le manque de force peut-être. Alors au début, elle est toute petite, elle était préma, donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais petit à petit, c'est vrai que plus elle prenait du poids, plus il fallait trouver des solutions pour la prendre par terre. Voilà, c'était toutes des solutions. Moi, ça va, j'ai de la chance, j'ai les abdos et les muscles du dos. Donc, mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas le faire et ils trouvent d'autres solutions. Et donc voilà, après, moi, j'apportais des solutions pour des personnes qui ont à peu près la même atteinte que moi aussi. Parce que chaque handicap est différent. Donc voilà. Quand tu tiens Olivia la première fois dans tes bras, il se passe quoi? Alors, donc c'était en néonate et ça faisait bien 1 semaine qu'elle était née. Donc c'est déjà un petit moment, pour moi en tout cas. C'était magique, forcément. En même temps, il y avait la peur parce que là, à ce moment-là, ils suspectaient même la mucoviscidose. Donc, on avait pas mal de peur avec mon compagnon. Donc, c'était en même temps magique et en même temps, je n'osais pas trop la bouger, parce que j'avais trop peur de la casser en deux déjà parce qu'elle était toute petite, elle faisait 1,5 kg. Mais en même temps, même le premier pot à pot, voilà, c'était magique et je l'attendais déjà depuis 1 semaine. Donc voilà, et c'est vrai qu'en néonat, ils nous appellent tout de suite. Alors maman, tu vas faire ça. Maman, tu veux les sages-femmes. Et c'est vrai qu'ils nous mettent tout de suite en condition parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps avec notre enfant. Et moi, j'avais un timing. Il fallait absolument qu'on soit là entre 14h et 19h30 tous les jours. Et je voulais pas louper du tout, être 1 heure après, etc. Et en fait, ils nous mettaient tout de suite en condition de maman, vous faites ci, le changement de couche, etc. Et donc, en fait, ça nous a permis quand même de nous mettre en condition tout de suite, malgré qu'elle soit pas tout de suite à la maison. Et le retour à la maison alors, au bout de 5 semaines? Ça fait bizarre, ça fait peur, parce que c'est vrai qu'on n'a plus, les tuyaux de partout, les capteurs de la nuit, vérifier qu'elle respire, etc. C'est un petit peu... c'est en même temps génial, puis en même temps, comment ça va se passer, quoi. Mais on se pose plein de questions, mais en fait, on se dirait, qui verra, hein, mais on fait au feeling, et puis voilà. Après, je dirais, alors, la prématurité et la néonate, c'est très compliqué psychologiquement, mais en même temps, pendant 5 semaines, ils nous ont appris les bons gestes. Ce qu'on n'a pas quand on accouche à l'heure, à la date prévue. En tout cas, beaucoup moins. Et en fait, on a eu l'habitude de faire les gestes pendant 5 semaines. Donc, en fait, je me suis dit, au moins, on est briefé et là-dessus, on se loupera normalement pas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement pour toi particulier en postpartum, dû à tes douleurs chroniques, dû au changement que ça a pu avoir sur ton corps? Est-ce qu'on a pris en considération qu'une grossesse sur ton corps, ça avait des répercussions particulières? Alors, c'est moi qui étais motrice, en fait, de mon propre parcours post-grossesse, post-accouchement. C'est moi qui ai téléphoné à tous mes spécialistes pour voir comment on faisait, parce que là, j'étais vraiment dans un état très compliqué. Notamment mon médecin de la douleur et mon médecin rhumatologue, qui m'ont tous laissé tomber. Concrètement, ils m'ont dit, à un moment donné, vous êtes en plein baby blues, c'est normal, c'est le postpartum. Non, je dis, c'est pas normal, je sais ce qui est normal, je sais ce que je ressens. Là, c'est vraiment pas normal, je sais que c'est les mêmes douleurs, mais amplifiées. Mais le problème, c'est qu'on ne prend pas assez en compte le ressenti de la maman et on met tout ça sur le dos du postpartum et du baby blues. Moi, je me souviendrai toujours, c'était la nuit suivante, juste après l'accouchement. J'avais des douleurs monstres neuropathiques que je n'avais pas eues depuis 20 ans.
J'ai pas dormi de la nuit et je demandais donc toutes les 5 heures un médicament à une sage-femme ou une infirmière, je sais plus. Et elle vient et elle me disait mais arrêtez de stresser, hein, vous inquiétez pas, c'est le baby blues. Et je dis non, c'est pas normal, c'est pas normal. Et en fait, et en effet, c'était pas normal. Ces douleurs-là, c'est que le lendemain soir, un anesthésiste est venu me voir pour me faire en fait une piqûre parce qu'en fait la césarienne avait déclenché, parce que tout est lié par rapport à la moelle, etc., la moelle épinière, m'avait déclenché en fait des douleurs neuropathiques liées à mon atteinte en fait. Et il a suffi de 2 injections et j'ai pu enfin m'asseoir. Et en fait, c'est dans ce sens-là où on met tout sur le dos en fait du postpartum et du baby blues. Et ça a continué jusqu'à que j'ai enfin un vrai suivi. J'ai attendu 5 mois pour avoir un nouveau suivi de la douleur, où ils m'ont vraiment prise en compte. Et rhumato au bout d'1 an. Donc ça a été très très long. Mais il y a des matins, je pouvais même pas me lever pour donner le biberon à ma fille. Donc, et je les compte pas les matins. Donc en attendant. Donc ouais, pendant 1 an et demi, j'ai pas l'impression d'avoir profité en fait de ma maternité pendant 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Comment ça se passe avec ton compagnon, du coup? Alors, lui, il a dû pas mal compenser, sachant qu'il a repris. Bon, dans le cadre de prématurité, il a 1 mois et demi de congé PAT. Donc voilà, ça c'était bien. Mais bon, en fait, il a repris 2 semaines après le retour d'Olivia, en fait, donc ce qui est pas énorme. Et c'est vrai que c'est là que je me dis, il y a des choses en fait à améliorer. C'est que il faudrait que le conjoint en fait ait plus de congés paternité quand il y a un handicap. Et donc je me suis retrouvée un petit peu toute seule au bout de 2 semaines. Bon, heureusement, il y a mes parents qui sont à 10 minutes de chez nous. Mais il a beaucoup compensé les nuits, en tout cas, parce que moi, il y a des nuits, en tout cas, les douleurs inflammatoires, c'est beaucoup la nuit et le matin. Après, quand on se dérouille, ça va un petit peu mieux dans la journée. Et malgré qu'il travaillait, il a dû compenser les biberons de nuit les 3-4 premiers mois. Après, on a de la chance, on a un enfant qui a très bien dormi au bout de 7-8 mois. On a beaucoup d'amis qui nous envient. Moi, je t'envie. Et on a de la chance là-dessus. Franchement, ça m'a sauvée et ça nous a sauvés parce qu'au bout de 7-8 mois, elle faisait quand même globalement des bonnes nuits. Donc voilà. Et puis au bout d'1 an, dès 19h30, elle est couchée, réveil à 8h, donc c'est l'idéal. Donc non, ça m'a permis quand même de récupérer un petit peu. Et je pense aussi que les enfants, indirectement, ils ont cette conscience-là, c'est qu'ils s'adaptent un peu. Et moi, je sais que ma fille, même à l'âge de 2 ans, qui est très tôt pour un enfant, elle a une empathie qu'un autre enfant de son âge n'aurait même pas. Et une conscience des choses sur la douleur, sur plein de choses que... Voilà. Mais avec mon compagnon, mon compagnon a compensé. Après, il fait... son rôle de papa comme tout papa, mais oui, il y a des choses qui doit plus prendre en charge pour la logistique, pour porter des choses, etc., un peu plus qu'un autre papa. Mais voilà. Alors Olivia, aujourd'hui, elle a 3 ans, c'est ça? Elle grandit forcément et elle parle, elle a conscience des choses. Entre le moment où elle était bébé, tu disais c'était facile de la porter parce que c'est un petit poids. Et le moment où elle a commencé peut-être à faire du 4 pattes, à marcher, comment est-ce que toi, tu t'es adaptée à ça? Comment elle a interagi avec toi, ton fauteuil et la situation? Alors pour elle m'a toujours vue en fauteuil, donc en vrai, ça n'a jamais été une question. Après, quand elle a commencé à se déplacer à 4 pattes, a commencé à se lever, à marcher, déjà, c'était un soulagement pour moi parce que c'était plus facile à la prendre que par terre quand elle était allongée.
Donc parce que en fait, elle a compris tout de suite qu'il fallait s'agripper à mes genoux, faire un demi-étage avec mes repose-pieds, et donc du coup un peu m'aider quoi, en fait quelque part pour que je puisse la récupérer, et ça me faisait entre guillemets un demi-étage en moins. Euh, et après a été l'étape où elle a commencé à courir de partout. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que je veux être autonome. Moi, mon maître mot, de toute façon, de vie, hein, en vrai, concrètement, c'est l'autonomie. Même avant de devenir maman, mais encore plus en devenant maman. Et donc, j'ai trouvé la solution du bracelet de sécurité. Laisse, entre guillemets, mais en tout cas, moi, j'appelle ça plutôt un bracelet de sécurité. Parce que c'est tout simplement le prolongement de nos bras. Et en fait, donc je l'ai utilisée mais vraiment, elle tenait à peine debout, mais parce que je voulais lui mettre dans la tête et lui expliquer. Vraiment, je lui expliquais, mais tous les jours. Pourquoi avec maman, c'était comme ça et pas avec papa. Qu'avec papa, elle pouvait courir, il n'y avait aucun souci. Elle pouvait même lui mettre la misère. Mais avec maman, pour sa sécurité, c'était avec le bracelet et que c'était pour son bien. Donc au début, ça tanguait un peu parce que forcément, elle tenait quand même à peine debout. On faisait juste quelques pas dehors, mais c'était pour essayer. Elle l'a jamais refusé. Et même de temps en temps, toutes les semaines, je lui ai réexpliqué, tu sais, t'as compris pourquoi et tout ça. Elle me dit oui. Et même jusqu'à encore un peu avant ses 3 ans. Donc moi, j'ai arrêté pour ses 3 ans. Et je lui expliquais réellement, vraiment, pourquoi j'arrêtais, parce que je lui faisais confiance. Et que voilà comment ça allait se passer dorénavant sans le bracelet. Et elle l'a toujours accepté. Et c'est vraiment un vrai sujet, même sur les réseaux sociaux, parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont pris cet exemple-là et qui ont essayé le bracelet. Et en fait, ils l'ont essayé peut-être un peu tard parfois. Et ils me disent, il l'accepte pas du tout, c'est pas possible. Il me fait une crise pas possible, il se roule par terre et tout ça. Et moi, j'ai dit, en fait, j'ai commencé tout de suite. Même à peine qu'elle marchait, j'ai commencé tout de suite. Et lui expliquer tous les jours. Et pourquoi. C'était peut-être un peu redondant, mais je pense que c'était important. Parce qu'un enfant, ça oublie vite aussi. Et puis, ça n'a pas cette notion de temporalité, de tout ça. Donc, et puis forcément, elle voit ses autres copains courir partout. Et qu'avec la maman, forcément, il faut qu'elle reste à côté. Donc voilà, c'est important quand même de rappeler les choses à un enfant de si petit, quoi. Comment est-ce qu'elle se comporte avec toi? Parce que tu dis qu'elle a beaucoup d'empathie, qu'elle capte la douleur. Elle voit quand tu es en souffrance, elle réagit de manière spontanée. Tu vois, elle fait quoi avec toi dans ces cas-là? Alors moi, en général, je ne montre pas. Par contre, quand je suis pas bien du tout, j'essaye d'éviter. Puis en même temps, je fais quand même, donc elle ne le voit pas. Sauf exception, parce qu'en plus, j'ai aussi un côlon irritable, donc j'ai souvent des douleurs de ventre. Donc là, des crises un peu, c'est vraiment les mêmes douleurs que de contraction. Alors là, pour le coup, c'est la même chose. Donc les douleurs de ventre, elle sait un petit peu quand j'ai mal, mais sinon, globalement, elle ne sait pas. Par contre, là, par exemple, donc, elle avait 2 ans et demi, donc c'était l'année dernière, tout pile. J'ai eu une pneumopathie grave. Où j'ai été hospitalisée 2 mois sous assistance respiratoire. Donc, c'est mes immunosuppresseurs, en fait, pour ma spondylarthrite qui m'ont abîmé les poumons. Concrètement, j'ai cru que j'y restais. Donc, j'ai pas vu beaucoup ma fille pendant 2 mois. Elle est venue de temps en temps, mais je voulais pas trop qu'elle vienne à l'hôpital me voir. De temps en temps, un samedi sur 2, mais pas plus. Et après, j'ai eu des autorisations de sortie les week-ends, donc je préférais plutôt la voir en dehors. Mais elle a tout de suite compris, et ils en parlaient beaucoup à la crèche aussi. Là, j'avais de la chance qu'elle était dans une crèche où ils expliquaient les choses. Elle disait maman, elle tousse beaucoup, c'est pour ça qu'elle est à l'hôpital, mais quand elle va revenir, ça veut dire qu'elle toussera plus, etc. etc. Et en fait, là où je vois l'empathie, c'est quand je suis revenue à la maison, tous les matins, elle me prenait la main, elle me dit maman, ça va? Et je lui disais, oui, ça va, merci ma chérie. Je lui dis, mais c'est plutôt à moi de te demander si ça va, parce que c'est moi ta maman. Et
Et c'est vrai que des fois, les rôles s'inversent. Et j'ai pas envie que ce rôle s'inverse. Donc, mais voilà, je sais que ma fille, en tout cas, elle est. Ça me fait du bien de savoir qu'elle pense qu'elle a cette mentalité-là et que elle peut s'inquiéter pour les autres. Mais bon, c'est un peu tôt. Mais moi, en tout cas, elle a cette notion-là. Et par exemple, bon, voilà, j'ai en ce moment, ça fait 1 an que j'ai un escar à cause de la pneumopathie parce que j'avais perdu 10 kilos d'un coup. Et donc tous les matins, j'ai une infirmière qui passe faire des pansements. Et tout de suite, maman, t'as pas mal, ça fait pas mal. Donc heureusement, c'est un endroit où j'ai moins mal. Je fais non, non, t'inquiète pas, etc. Elle me dit comment ça va. Et ça depuis 1 an. Et donc c'est là que je vois qu'elle a quand même cette conscience-là. Voilà. Comment tu dirais que ça a changé ton regard sur ton handicap de devenir maman? Alors, ça m'a prouvé que je pouvais faire 2 fois plus, encore plus. Parce que déjà, quand on a un handicap et qu'on n'est pas maman, on a toujours l'habitude de suradapter en permanence, de trouver des solutions, des plans A, des plans B, C, voire Z. Mais en tout cas, on trouve toujours des solutions. Et donc encore plus quand on est maman, parce que c'est vrai que même, je parle pour le côté matériel, mais voilà, j'ai toujours essayé, même j'ai essayé 36 000 portages, et puis voilà, je me suis adaptée en fonction de celui qui m'a apporté le plus. Et donc c'est là que je vois que ça m'a... En tout cas, ça m'a permis de voir que je pouvais surmonter, en fait, tout ça, et pour mon enfant, en fait. Et d'arriver à faire aussi comme si de rien n'était, parce que j'ai pas envie que mon enfant il voie une maman souffrante tout le temps. Donc c'est alors c'est pas bon, hein, parce que j'ai fait un gros travail psy aussi derrière, parce que prendre sur soi c'est pas bon non plus tout le temps. Mais du coup ça m'a prouvé aussi que je pouvais faire 2 fois plus. Tu le dis, j'ai un petit peu lu des interviews que tu donnes ou quand tu expliques des choses sur les réseaux sociaux que être maman en fauteuil, ou en tout cas avec un handicap, ça multiplie la charge mentale parce que tu as énormément de choses à anticiper, à gérer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour nous qui nous rendons pas compte de ce que ça veut dire aussi pour toi, ce quotidien-là? Oui, ça multiplie la charge mentale parce que déjà, pour un déplacement tout simple, déjà pour soi-même, on va vérifier l'accessibilité, on va vérifier le matériel s'il faut. Par exemple, là, je suis venue avec ma motorisation, donc tout préparer à l'avance pour être sûr qu'il n'y ait pas de couac en termes d'accessibilité ou de mauvaises surprises. Et en plus, voilà, si on a l'enfant avec nous, il faut déjà, on n'a pas le même mode de portage. Une poussette, c'est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir tout emporter. Et donc, forcément, on a beaucoup plus de choses à penser et ça fuse dans la tête, quoi. Donc, c'est tout penser. Et puis, par exemple, on a déjà nos propres rendez-vous médicaux à nous, qui sont quand même... on en a beaucoup... en tout cas, moi, par semaine, j'en avais beaucoup. Donc, si en plus, cela s'ajoute les vaccins de la petite, les suivis de la prématurité en plus, parce qu'elle était suivie pour sa prématurité au début tous les 2 mois, puis tous les 3 mois, puis maintenant, c'est tous les ans depuis cette année. Mais voilà, il y a tout ça qui fait que ça ajoute des choses supplémentaires médicales. Donc voilà, c'est tout ça qui ajoute de la charge mentale. Et puis tout déplacement, même en intérieur, en fait, voilà, comment je vais la positionner? Est-ce que je remets tout de suite le portage ou est-ce que je peux la mettre juste là et elle va tenir? Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. En fait, on s'adapte en permanence et donc on réfléchit en permanence, en fait. Est-ce qu'il y a des fois où tu as eu peur pour sa sécurité aussi à elle? Peur pour sa sécurité, non. Après, ça a été très difficile quand j'ai enlevé le bracelet de sécurité. Par contre, la première sortie que j'ai faite avec elle, il y avait une vogue sur la place d'à côté. Et puis, je me suis dit, bon, allez, je rejoins une maman avec un copain d'Olivia.
Et je me suis dit, bon là, après, je serai pas toute seule, mais bon, faut que j'aille jusqu'à là-bas déjà. Et donc, j'étais pas sereine. Mais après, quand je suis rentrée, j'étais ultra fière de moi, parce que je me suis dit, en même temps, j'ai pu lui faire confiance. Et en même temps, je me rends compte qu'elle m'écoute et je sais que ouais, je peux lui faire confiance et que ça se passe bien. Donc, c'est un peu, je pense, la plus grosse peur, c'était quand elle a eu 3 ans. Et forcément, une peur quand elle est rentrée à la maison après la néonate. Mais ça, c'est la peur de tout le monde, un peu. De tout parent, c'est sûr. Voilà. Après une néonate, c'est ça. Je pense que c'est Mais même normal. après un accouchement lambda, en vrai, on a toujours cette peur. C'est en même temps magique, mais en même temps, ça fait peur. Est-ce que tu profites de ces victoires aussi, de te dire tu as mis en place des choses, et ça porte ses fruits. Aujourd'hui, ta fille, tu peux aller avec elle, elle sait faire attention, écouter, elle a capté que c'était votre relation dans ces termes-là. Oui. Tu arrives à célébrer ça, tu vois, à te dire que tu as fait des choses super incroyables. Oui. Ouais. Et puis, en fait, ce que je dis aussi, c'est que je me suis vraiment sentie bien dans mon rôle de maman quand elle a eu 2 ans. Alors bon, déjà, j'avais mon traitement pour ma spondylarthrite qui fait que j'avais plus de douleur. Donc ça a aidé. Mais le fait qu'elle soit plus autonome, le fait que... tout ça fait que je me suis vraiment plus sentie utile. Et puis motrice, en fait, en tout cas, dans mon rôle de maman. Et j'ai beaucoup plus créé de liens avec elle. Voilà, j'ai l'impression, en tout cas. Après. Après la phase où ils ont beaucoup de dépendance, finalement. Ouais. Et où c'est très intense dans leurs besoins, même physiques. Ouais, et puis moi, mes douleurs me prenaient trop, en fait, le cerveau, en fait. Et ça a été en même temps, ça a coïncidé avec toi, le fait que tu puisses lâcher. Oui, c'est ça. Et est-ce que toi, en revanche, tu as eu peur quand tu étais enceinte, qu'elle puisse avoir la même problématique que toi? Oui, alors moi, j'en ai jamais vraiment parlé à mon entourage ou même mon compagnon. J'ai toujours voulu garder ça pour moi. Alors en tout cas, il n'y avait pas de risque, c'est pas génétique. En tout cas, ce que j'ai, je sais, elle pouvait pas avoir, sauf exception, sauf malchance, la même chose. En tout cas, moi, j'avais pris l'acide folique à fond. Donc, il n'y avait pas ce risque de malformation à la moelle épinière que j'ai. Par contre, l'idée qu'elle ait un quelconque handicap, oui, j'y ai pensé tout le long de la grossesse et ça a toujours été une peur. Surtout en néonate, quand ils suspectaient la mucoviscidose, là, il y a tout qui s'est effondré, quoi. Je me suis dit, mais est-ce qu'on va tenir, quoi? Et donc, moi, j'ai toujours pensé, j'ai toujours eu cette peur-là, mais j'ai toujours gardé pour moi un peu. Alors, j'en parlais à ma psy, ça c'est sûr. Mais par contre, j'ai toujours un peu gardé pour moi parce que j'avais pas envie d'affoler tout le monde et voilà. Et ta fille va bien? Et ma fille, très très. Et pour une préma, 3 ans, elle est sortie. Non, c'est à 6 ans, ils sortent, c'est ça, du suivi. C'est à l'âge de 5-6 ans. 5-6 ans, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Où on lève un petit peu le suivi sur les conséquences de la prématurité c'est ça. pour eux. Et puis au contraire, elle est très en avance, même à l'école, la maîtresse est très contente, donc je me fais pas de soucis. Tu te sens soulagée déjà de ça? Oui. Aujourd'hui, elle a 3 ans. Si tu regardes tout ce que tu as fait ensemble, c'est quoi un des plus beaux souvenirs que tu as avec elle, que tu as réussi à créer comme... le plus beau souvenir commun. Le plus beau souvenir commun. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que moi, ça a été une thérapie, c'est le sport. Encore plus après la pneumo, parce qu'avant je faisais d'autres sports, mais j'ai arrêté ces sports-là. Je faisais du tennis fauteuil et de l'équitation en e-sport, et c'était trop compliqué à mettre en place. J'ai arrêté et j'ai choisi quelque chose de plus simple, donc le running. On sort de chez soi et voilà, on court, entre guillemets, puisque moi je dis quand même que je cours. Et en fait, c'est pour ma première course où elle m'a rejointe en courant à l'arrivée. Donc ça a été
voilà, je me dis, en fait, il y a sûrement des moments, des choses d'apprentissage comme, je sais pas, le vélo sans les roulettes. D'ailleurs, j'ai fait ce post-là hier où, par exemple, on est allé au ski ce week-end et forcément, c'est son père qui a fait ses premières pistes de ski avec elle. Patinage, c'est pareil, etc., etc. C'est pas moi qui pourrais lui apprendre ces choses-là. Mais je me dis peut-être qu'un jour, tiens, maman, on va courir ensemble. Et du coup, je me dis, voilà, j'ai ce gros pincement au cœur où il y a plein de choses que, à un moment donné, je vois que j'ai des limites. C'est quand même très dur. J'ai encore du mal un peu à accepter ça. Mais je me dis, je me rattraperai ailleurs. Et c'est vrai que ce souvenir-là, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que du coup, ouais, elle courait avec moi, quoi. Mais de deux manières différentes. Elle va bientôt te mettre des vents. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est bien aussi, les enfants. Et elle va te motiver, en fait. C'est elle ça. va être ta source d'inspiration, de motivation et vice-versa. Ouais. Comment est-ce que tu as expliqué ou est-ce que tu as eu des mots particuliers à ta fille pour dire, bah voilà, maman, elle a ça, elle a eu telle maladie, papa, il est différent. Comment est-ce que vous en parlez au quotidien avec un enfant? Peut-être que ça peut aider des familles qui nous écoutent et qui sont dans ta situation au début à la grossesse, savent pas trop comment ils vont aborder ça avec des enfants. Alors, moi, je commence à lui en parler depuis l'été dernier, donc elle avait pas encore 3 ans. Je commençais un petit peu avant, mais je voyais qu'elle trouvait pas trop les mots, donc j'ai un petit peu laissé. Et je lui ai juste demandé, tu sais pourquoi maman, elle se déplace avec un fauteuil roulant, avec des roues, alors que papa, il marche. Et puis, donc, elle me disait, tes pieds ne marchent pas. Elle me disait. Je lui dis, voilà, c'est ça. Donc moi, c'est depuis la naissance, parce que toi, t'es née avec tes jambes qui fonctionnent, et puis maman, elle est née avec ses jambes qui fonctionnent moins bien. Et puis voilà, donc petit à petit, on en parle, mais je trouve que ça se fait en fait de manière évolutive. On ajoute des mots au fur et à mesure. Là, pour le moment, ça devient très, très simple. C'est très simple. Après, il y a des livres aussi. J'ai un livre, alors j'ai pas du tout le nom en tête, mais que j'ai reçu d'une dame qui a fait ce livre-là et qui illustrait complètement en fait certaines choses du quotidien d'une femme en fauteuil. Et donc je lui avais montré et puis elle me dit tout de suite c'est toi maman, et donc parce que c'est très imagé. Et elle me dit c'est comme quand on fait ça, c'est comme voilà. Donc du coup elle arrive un peu à faire les liens. Et après, c'est drôle parce que hier, en fait, c'était la journée, en tout cas cette semaine, c'est la journée des parents à l'école. Et donc, on vient à l'école sur certains moments de la journée. Et moi, donc, j'y suis allée hier. Et donc, plein d'enfants m'ont posé la question. Tout le monde était autour de moi. Alors, j'étais l'attraction de la journée. Et donc, avec plein de questions, etc. Et puis, Olivia, tout de suite, déjà, Olivia, c'est ma maman, vous ne la touchez pas. Mais tout de suite, elle disait, parce qu'il me posait des questions, pourquoi tu marches pas, pourquoi tu as des roues et tout. Et tout de suite, elle a dit, mais maman, ses jambes, elles fonctionnent pas. Et voilà, elle a juste dit ça. Et puis après, moi, j'ai juste ajouté que voilà, c'est comme ça, c'est de naissance. Et puis, ça s'explique pas. Je pouvais pas expliquer plus de détails à leur âge. Hein. Mais voilà. Et c'est pour ça aussi que il faut que vous fassiez attention aussi. Parce que les jambes, c'est précieux. Et voilà. Est-ce que tu sens qu'elle comprend que peut-être quand vous baladez dans la rue, que vous êtes à l'extérieur, il y a des gens qui vont avoir un regard différent, qui vont se poser sur toi? Ou peut-être qu'on n'est pas habitué aussi à avoir une maman avec sa fille dans les genoux ou en fauteuil. Elle te pose des questions sur ça? Te fait des remarques ou elle n'a pas encore... Pas du tout, elle n'a jamais remarqué. Alors moi, oui, les regards, je les remarque, mais je n'y fais pratiquement plus attention. C'est sûr que c'est pas courant de voir une maman avec un enfant sur les genoux ou avec un bracelet de sécurité. Après, j'ai toujours eu quand même des regards bienveillants, même si c'est quand même des regards, hein, mais généralement bienveillants. Par contre, moi, ce que je souhaitais rajouter aussi, là où elle avait pris conscience de certaines choses par rapport à mon fauteuil, c'est par exemple...
quand donc le papa, mon compagnon, en fait, sort le fauteuil de la voiture. Quand on est tous les trois dans la voiture, il sort le fauteuil donc qui est dans le coffre. Et tout de suite, maintenant, elle prend l'automatisme. Allez, hop, je le récupère et puis je l'amène à maman. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que, ah bah non, mais là, je vais t'aider, je vais te pousser. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font qu'elle a pris des automatismes qu'elle sait que de temps en temps, pourquoi pas si je l'aidais. J'ai vu une vidéo que tu as postée où elle t'aide ou sur la glace. Oui. Alors, c'est très plus pratique. moi qui devais l'aider, en fait. Mais du coup, ton fauteuil l'aidait à se stabiliser. Ouais, c'est ça, voilà. Il n'y a pas le petit pingouin, là. C'est ça, voilà. Il n'y a pas de... Je sais plus comment ça s'appelle, les trucs, les pouces-pouces, là. Mais elle peut s'appuyer sur toi pour que tu puisses la guider. C'était pas trop la bonne position, mais on a essayé, on a tenté. Mais voilà. Parce que j'avais envie de jouer mon rôle là-dedans, mais... Bon, c'est sûr que c'était mieux avec quelqu'un, avec le papa, parce que forcément, pour rouler, c'était plus simple, parce que sinon, elle tombait vers l'avant. Mais du coup, on a rigolé, on a essayé. Et c'est vrai que sur ton compte Instagram, que vraiment, je recommande, parce que tu documentes ce que c'est, la vie d'une maman en fauteuil avec un enfant. Tu nous montres aussi toutes les activités que tu fais. J'ai vu quand tu as été au ski que tu avec ton fauteuil, tu t'agrippes sur les les cordes, c'est les cordes qui montent. Quand tu fais de la course, quand tu sors, que tu fais peu importe les activités, vous allez au parc d'attractions. Et je trouve que ça normalise tellement ton vécu et ce qui se passe, et que ça fait partie de la vie d'une façon autre d'être parent, mais c'est comme ça. Et merci de le faire. Pas que pour les personnes handicapées, parce que même pour nous, les valides, on a besoin aussi d'être exposés à ça, de comprendre vos difficultés, même si on comprendra jamais évidemment, mais de voir en fait ce que vous faites et de montrer que tu vis. Oui. Et je pense que ça se voit que c'est important pour toi de montrer ça. C'est important parce que c'est important aussi pour ceux qui ont eu un accident où ça leur tombe dessus du jour au lendemain. Moi, j'ai souvent des messages de personnes qui ont eu un accident, qui sont en hôpital de rééducation et qui me disent merci pour tout ce que tu partages, parce que ça me prouve que à la sortie de la rééducation, je pourrais refaire du sport, je pourrais peut-être être maman. PMA ou pas PMA d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas je pourrais avoir ce projet-là et puis vivre quoi. Après voilà, sans tabou, même en story, je dis, quand je rencontre une difficulté, je le dis parce que c'est important aussi de faire avancer les choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire avancer, mais voilà. Et tu le dis aussi, pour être handicapé en France, il faut être riche. Ça coûte énormément d'argent, parce que là, on n'a pas du tout parlé, mais l'accessibilité, avoir un fauteuil qui est adapté à ta vie, adapter tout l'environnement. Tu fais le parallèle où c'est pas comme dans le film Intouchable, où effectivement, c'est un monsieur très riche dans le film, qui a beaucoup d'aide. Il y a une réelle difficulté à pouvoir vivre correctement, juste parce que ça vous demande énormément de frais. En fait, en France, on a beaucoup de préjugés sur le fait que, justement, si on est en situation de handicap, on est forcément riche. On a beaucoup d'aides. D'aides de l'État, des allocations faramineuses. Tout nous est remboursé. On a des indemnités liées à des accidents. Alors après, il faut se rendre compte que si on est victime ou pas, ça dépend de ça aussi. Donc on n'a pas forcément des indemnités. Moi, j'ai eu une erreur opératoire, je n'ai jamais eu d'indemnité de ma vie, donc j'ai dû toujours tout fait pour travailler, pour pouvoir travailler, être autonome financièrement. Et pas compter que sur l'AAH, l'allocation adulte handicapé, qui est que de même pas un SMIC, donc moins de 1 000 euros. Donc moi, je me suis toujours démenée pour être autonome financièrement, et donc faut pas croire que non, c'est pas comme Intouchable où on est riche et on peut tout se payer. Le problème, c'est que le handicap a un coût sur tout, sur le logement, parce qu'on est obligé de choisir quelque chose de récent parce que c'est plus aux normes, donc plus cher. Un fauteuil comme ça, comme le mien, ça coûte 11 000 euros. Et en fait, là, il y a la nouvelle loi qui est sortie, mais c'est plus compliqué que prévu, sur les fauteuils 100% remboursés par la CPAM. Nous, à l'époque, en fait, il y avait un reste à charge. Moi, mon reste à charge, il était de 6 000 euros.
et faire des dossiers faramineux pour avoir juste 4 000 € de remboursement sur les 10 000, 11 000. Ce qui est, devoir toujours se justifier pour avoir le moindre remboursement. Ça, c'est vraiment... on ne devrait pas avoir justifié notre handicap parce qu'on ne l'a pas choisi. Et il n'y a plus rien à prouver, quoi. On a les justificatifs, on a les comptes rendus médicaux, enfin, on n'a rien à prouver. Et en fait, on nous met des bâtons dans les roues, ça c'est le cas de le dire, pour la moindre chose, pour avoir le moindre centime d'aide financière. Et je disais, tout à un coup, même une chaise de douche, je sais même plus combien ça coûte, mais c'est 500 €, c'est aménager son logement aux normes, avoir une voiture adaptée, on a toujours un reste à charge en fait. C'est jamais totalement remboursé. Par exemple, un aménagement de voiture, ça coûte 3 500 €. Moi, j'ai payé de ma poche 800 €. Il y en a qui peuvent pas se le permettre. Enfin, même moi, déjà, j'aimerais bien le mettre de côté pour autre chose. Par exemple, pour un voyage, tout simplement, ou devenir propriétaire. Donc voilà, c'est des choses où les gens se rendent pas compte, mais en fait, le coût du handicap est énorme, en fait. Et en plus, c'est un vrai marché parce qu'il y en a beaucoup qui en profitent aussi sur les prix. Et puis c'est un coût parce que ça te demande du temps d'aller à des rendez-vous médicaux, c'est une charge, c'est une fatigue. Les dossiers, c'est surtout les dossiers. Alors, l'administratif, c'est des vingtaines de pages de dossiers. Et puis on attend pour avoir une réponse sur Lyon, ça dépend des départements, mais j'ai attendu 9 mois à 12 mois pour avoir des réponses pour un simple remboursement de 1 000 € pour un fauteuil roulant. Donc, c'est énorme. Et après, moi, je parle aussi, on a des dossiers aussi pour la parentalité. Donc, il y a des dossiers pour des aides financières pour la parentalité parce qu'ils estiment que le coût du matériel est forcément un peu plus cher. Un lit, moi, j'ai eu un lit un peu adapté. J'ai la chance que ça a été un partenariat, mais à la base, il n'est pas donné. Quelqu'un qui a que la hache, vit que avec ça, c'est impossible pour se le procurer. Et en fait, donc, on envoie le dossier quand le bébé est né, mais on a fait un pré-dossier avant. Donc, la MDPH est au courant en fait qu'il va avoir une naissance. Donc, on n'a plus qu'à envoyer l'acte de naissance et hop, normalement, on devrait avoir les aides. Et en fait, moi, mes aides financières, je les ai eues que 6 mois après. Donc moi, ça va parce que moi, j'ai mes parents qui m'ont aidée aussi financièrement et mon compagnon, puis je travaillais, etc. Mais quelqu'un qui vit avec 900 € par mois, il fait comment ? Parce que aussi, j'attendais cette aide pour avoir une aide humaine, que je n'ai jamais eue, que je n'ai jamais trouvée parce que je n'habite pas dans Lyon même et qu'il n'y avait personne dans mon secteur. Mais pour être plus autonome le matin, pour pouvoir la préparer, l'amener à la crèche, etc., c'était des moments où j'avais besoin de plus d'aide parce que j'avais des douleurs et pour que mon compagnon puisse aller travailler plus tôt. Et en fait, c'est des aides que j'ai jamais eues parce que j'ai jamais trouvé. Et au final, j'aurais pu l'avoir que 6 mois après la naissance, alors que je devais en avoir besoin tout de suite, normalement dans l'immédiat. Donc, c'est des choses où il y a encore du boulot parce que ça existe, c'est bien, mais on va pas jusqu'au bout des choses. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses qui existent et on va pas jusqu'au bout. Comme un peu le protocole que j'ai eu pour ma grossesse. En fait, au final, la prématurité, voilà, il faut prendre en compte ça, qu'il y a ce risque-là et qu'on nous garde une petite place en néonate. Si on va terminer notre échange aujourd'hui, si tu as une chose à dire à des futurs parents qui sont dans ta situation, ce serait quoi ? Eh bien, un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que on a cette capacité de s'adapter, qu'à un moment donné, on trouvera toujours des solutions et qu'on est capable, en fait, finalement, vraiment d'être... On peut être surpris qu'on puisse autant se surpasser et que c'est possible. Peu importe le chemin, c'est possible. Voilà. Est-ce que tu es fière de toi ? Ouais, j'ai du mal. J'ai du mal. Je suis très dure avec moi-même, en vrai. Je suis très exigeante. Donc, je me le dis pas assez. Je me le dis pas assez. Il y a des fois, j'arrive à me le dire, mais je pense que je me le dis pas encore assez. Je pense que tu impressionnes beaucoup de gens. Moi, première. Hein. Merci. Je crois que tu as le droit, surtout, d'être fière de toi. C'est ce qu'on me dit, mais ouais, j'ai du mal.
Et puis, on va pas se mentir, ta fille n'a que 3 ans. T'es un peu aussi Oui. encore dans le tourbillon des premières années qui sont Oui. intenses. Et on n'a pas encore, le recul de C'est « ça. Ok, j'ai fait tout ça quand même. » Ouais, puis on a, de toute façon, c'est le handicap qui fait ça aussi. Je pense qu'on est tous comme ça. C'est qu'on a toujours l'impression qu'on devrait faire 2 fois plus. Prouver 2 fois plus, toujours. Mais que ce soit de partout, au monde du travail, de partout. Et c'est un petit peu ce problème-là, mais c'est vraiment lié à, je pense, au handicap de manière générale, qu'on a l'impression de devoir prouver à soi-même et aux autres 2 fois plus. Et donc, c'est pour ça qu'on est peut-être un peu plus exigeant. Et voilà. Mais ouais, moi, j'ai un peu du mal. Et même mes amis, elles m'ont dit, je te le dis, on est fiers de toi. On te le dit parce qu'on sait que tu te le dis pas assez. Donc voilà. On va finir sur ça. On est fiers de toi. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, j'insiste à nouveau parce que juste de venir jusqu'ici, je sais que c'est déjà juste pas simple. Donc merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir accepté. Parce que j'imagine que ça t'a fatigué aussi. Oui, mais ça me fait du bien aussi. Mais oui, et merci surtout de parler de ça ouvertement et qu'il n'y ait pas de tabou et que on arrête de non médiatiser ça en fait. C'est aussi notre responsabilité à nous, tu vois, de vous donner la parole, mais que c'est ça qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une plateforme qui est là pour ça. Et c'est important. Donc merci à toi. Merci à toi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence et je vous suis infiniment reconnaissante de faire partie de cette aventure extraordinaire de la parentalité. Vous êtes peut-être nouveaux parents, futurs parents, vous êtes peut-être oncles, tantes, amis. En tout cas, merci de vous intéresser à ces sujets qui sont primordiaux. Et pour ça, vous pouvez surtout faire quelque chose, partager ces épisodes autour de vous parce que ça a un impact immense pour la société si on veut construire quelque chose qui nous ressemble. Merci, prenez soin de vous.